Your brain is the most powerful weapon in the world. And it wants to control you and pull you in these different pockets. If you can't control your own brain and your brain controls you, you got to tell your brain where you want to go and how you want to go and how you want to get there. You got to control it. If not, it's over. HBTeam, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tel Père Castor, je vais t'inviter à mettre ton meilleur pyjama, t'installer confortablement, te servir un truc à boire aromatisé, préférablement du thé à la pêche ou à la groseille. Parce que je vais te raconter une histoire. En effet, au fil des différents passages que je fais sur internet, que ce soit pour faire des recherches pour une vidéo ou tout simplement pour faire passer le temps, je suis amené à découvrir pas mal d'êtres humains. Et parmi ces êtres humains, t'en as qui sont drôles, t'en as qui sont surprenants, t'en as qui sont absolument gênants et durs à regarder. Et enfin, t'as une dernière catégorie que j'aime particulièrement. Les gens inspirants. Et en règle générale, je vais me renseigner sur ces profils, ressentir une certaine admiration pour leur parcours et passer à autre chose. Mais une fois de temps en temps, il arrive qu'un profil que je découvre sorte vraiment du lot et que son histoire me marque tellement que j'ai envie de courir vous en parler. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, non, pas exactement. J'ai pas couru pour venir vous en parler. J'ai juste enfilé une paire de chaussons, je me suis installé confortablement et maintenant me voici. Mais tout le reste de l'anecdote, c'est vrai par contre. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter David Goggins, autrement connu sous le nom de homme le plus dur du monde. Je sais très bien qu'il y en a ici, vous avez l'esprit déplacé et je sais ce que vous avez pensé quand vous avez entendu homme le plus dur du monde et venez, on est sérieux aujourd'hui. Pour une fois. Ok, on est parti. David Goggins est né en 1975 à Buffalo dans l'état de New York aux États-Unis. Il a grandi au sein d'une famille aisée dans un quartier huppé qui s'appelle Paradise Road, c'est-à-dire la route du paradis. C'est un nom très joli et qui porte très bien son nom parce que David Goggins a eu une enfance paradisiaque. Non, c'est pas vrai. Il a eu une enfance cauchemardesque. Dès le début, ça a été la merde. Lui, il a commencé le jeu en mode difficile. Son père est un alcoolique notoire qui passe son temps à taper sur sa mère. Et quand ça arrive, le grand frère de David court se réfugier dans sa chambre. Mais David tient tête à son père pour défendre sa mère. Et donc, généralement, la suite logique, c'est que c'est lui qui finit par se faire défoncer. Parfois tellement fort qu'il se retrouve avec des traces bleues, vertes et rouges sur l'ensemble de son corps. À tel point qu'il se met super rarement en short ou en t-shirt pour éviter qu'on puisse voir les marques. Et la raison pour laquelle sa mère reste avec son père, c'est parce que celui-ci contrôle la famille financièrement. Il possède plusieurs bars et une patinoire, et il travaille également en tant que proxénète à ses heures perdues, en dirigeant une clique de prostituées canadiennes. Tout un tas de trucs super passionnants donc, mais ce qui nous intéresse principalement ici, c'est que sa mère dépend financièrement de lui à 100%, elle a même pas de carte bleue à son nom. Le plus tordu là-dedans, c'est que son père est super fort pour gérer son image publique, et tout le monde le voit comme un héros. On dit même souvent à David qu'il a énormément de chance que ce soit son père. Puis, à partir de ses 8 ans, le père de David le fait travailler dans la patinoire pratiquement tous les soirs de 21h à minuit. En parallèle, il doit toujours aller à l'école la journée, mais ça devient ingérable. Entre son emploi du temps qui est serré et sans parler de la fatigue, David décroche complètement et développe de grosses lacunes, notamment en écriture et en lecture. Ça, c'est un détail important, faudra que tu t'en rappelles pour la suite. Un soir, son père rentre dans une rage encore plus folle que d'habitude, se met à cogner sur sa femme et la met complètement KO. David essaye comme d'habitude une fois de plus de s'interposer et son père sort la ceinture et lui met une raclée encore plus forte que toutes les autres qu'il lui a mis avant. C'est à ce moment-là que sa mère comprend que ça va trop loin et que si elle reste, quelque chose de vraiment grave risque d'arriver. Et donc, elle prend ses 2 fils et part. Sans trop savoir comment ils vont s'en sortir, mais en se disant que peu importe ce qui se passe, ça sera jamais pire que de rester dans cette maison. Elle part donc dans une ville appelée Brazil, dans l'état de l'Indiana. Et là, enfin, pour la première fois de sa vie, David a enfin une enfance normale. Non, toujours pas. J'ai encore... Non. Une particularité de la ville de Brazil, c'est que sur 10 000 habitants, il n'y a qu'une dizaine de familles noires. Et pour couronner le tout, le racisme y est extrêmement présent. Il y a même une branche super active du Ku Klux Klan. Tu sais, les mecs avec des espèces de draps qui les couvrent et qui parlent de pendre des noirs à des arbres. Eh ben dans cette ville, ils se réunissent, ils font des événements, ils font des conférences, ils y défilent, ils font des kermesses où ils viennent ramener des muffins et des tartes aux pommes, et voilà, c'est la liberté totale. David subit donc énormément d'attaques racistes, de la part des autres enfants, mais même de la part de leurs parents. Les gens ne l'appellent jamais par son prénom, ils l'appellent toujours le N-word. Il se fait harceler. Quand il est en classe, on lui envoie des papiers avec dessus dessiné un noir qui s'est fait pendre. On lui dit qu'on va le tuer. Et un jour, il y a même le père d'un de ses camarades de classe qui le prend en joue avec son fusil. Sa mère ne peut même pas lui venir en aide. Elle est même pas au courant de ce qui se passe, vu que pour subvenir aux besoins de la famille, elle cumule 3 emplois et taffe non-stop. David comprend donc qu'il est seul
et commence à développer un état d'esprit où il comprend que personne va venir l'aider et qu'il doit donc tout faire pour apprendre à se débrouiller sans l'aide de personne. Et cet état d'esprit va d'ailleurs le suivre pendant des années. À ce moment-là, sa mère rencontre un homme et cet homme développe tout de suite une affection pour David et lui sert un peu de figure paternelle. Il se confie beaucoup à lui et pour la première fois de sa vie, il découvre une certaine forme de stabilité et de sécurité. Bon, et je vais pas te refaire le coup de « et là, tout s'arrange pour lui ». Non, en fait, je rigole, je vais directement te dire que ça s'empire. Tout s'arrange pas pour lui, puisque un an plus tard, le beau-père de David est assassiné. Aïe, pour ne rien arranger, c'est David qui tombe sur le corps. Après ce drame, la famille déménage encore, cette fois-ci dans la ville d'Indianapolis. Et à ce moment-là, David reprend contact avec son grand-père. Et son grand-père a servi 37 ans dans l'armée de l'air. Il raconte ses expériences à David, et David est tellement fasciné qu'il décide de passer les tests pour s'engager dans l'armée. Sauf qu'il échoue lamentablement les tests avec une note de 20 sur 100, principalement parce qu'il galère à lire et à écrire. Mais David veut absolument rentrer dans l'armée, donc il décide de s'enfermer chez lui et de réviser tous les jours pour rattraper ses lacunes. Et à 19 ans, après 3 tentatives, il réussit les tests et peut maintenant rejoindre les Air Force. Sauf qu'un nouveau problème se pose. Il a une peur incontrôlable de l'eau. Et manque de chance pour lui, le test d'entrée qui dure 10 semaines comprend un test où, pour te la faire simple, les formateurs essayent de te noyer. Ils t'attachent dans l'eau, tu dois faire des mouvements imposés. Enfin, il faut aimer être dans l'eau. Voilà, c'est ce que je suis en train d'essayer de dire. Cette épreuve le terrorise, mais finalement, il finit par être sauvé par le gong, puisque les médecins font des analyses et le juge inapte à terminer les tests. En parallèle de ça, les recruteurs remarquent qu'il n'est pas à l'aise et ils décident donc de l'expulser pour raison médicale. De retour chez lui, il cherche un taf et finit par se faire recruter dans le taf le plus random possible. Genre, vas-y, essaye de deviner quel travail il a fait, je te garantis que tu pourras pas deviner. C'est quoi, si tu trouves, je t'invite au resto. Le taf qu'il trouve consiste à éradiquer des cafards. Je sais que ceux qui s'occupent des rats, on dit un dératiseur, mais pour les cafards, un décafardiseur. Enfin bref, t'as compris. En parallèle de ça, il se sent super triste et se réfugie dans la bouffe. Il mange ses émotions et son rituel après le travail est un énorme milkshake au chocolat ainsi qu'un paquet de donuts. Et de fil en aiguille, il se retrouve à peser 140 kilos. Ce qui, à son tour, a pour effet de le déprimer encore plus parce qu'il sent qu'il n'est pas en train de vivre la vie qu'il devrait vivre. Il sait qu'au fond de lui, il aimerait que ça change, mais il se sent perdu et ne sait pas quoi faire. Puis un soir, il rentre du travail, encore une fois avec son milkshake au chocolat et ses donuts, et il tombe sur un documentaire qui parle des Navy Seals, qui sont en gros les forces spéciales de l'armée américaine. C'est l'élite. Et il voit leurs camps d'entraînement, qui sont parmi les plus durs de la planète, et ça le fascine tellement qu'il prend la décision qu'il veut rejoindre les Navy Seals. Voilà, il a vu un documentaire où les mecs sont poussés à bout, ils ont froid, ils ont faim, ils sont épuisés, et il s'est dit « Voilà, c'est ça que je veux faire ». Il appelle donc des recruteurs, mais il se fait recaler systématiquement à cause de son poids. Il est bien trop lourd pour même espérer pouvoir passer les tests. Mais à force de persévérance, il finit par tomber sur un recruteur qui a un coup de cœur pour lui, et qui lui dit qu'un camp a une place qui se libère dans 3 mois. Mais il doit perdre 48 kilos d'ici là. David décide donc de mettre toutes les chances de son côté, et à peine il raccroche avec le recruteur, il appelle son taf pour démissionner. Et dès le lendemain, il met en place une routine tellement hardcore, tellement intense, tellement inhumaine, que cette routine est aujourd'hui devenue légendaire. Au point où c'est même une tendance YouTube où des créateurs essayent de la reproduire pendant une journée. Voici la routine en question. Réveil à 4 heures, il étudie jusqu'à 5 heures, après ça, il fait du vélo pendant 2 heures, ensuite piscine pendant 2 heures, musculation pendant 2 heures, encore du vélo pendant 2 heures. Là, on est le soir, il fait un repas léger, puis il repart à nouveau pour 2 heures de vélo. Une routine quasiment impossible à tenir pour pratiquement n'importe qui, mais lui arrive à la tenir. Et 3 mois plus tard, objectif atteint. Il a perdu 48 kilos. Il est donc prêt pour pouvoir commencer le camp et notamment la mythique Hell Week, c'est-à-dire la semaine de l'enfer. Cette semaine consiste en 5 jours et 5 nuits consécutives avec des épreuves physiques et mentales extrêmes du matin au soir. De la natation en eau froide, de la course à pied sur de longues distances en portant des charges lourdes, de la simulation de combat, le tout en dormant autour de 4 heures par nuit et en mangeant extrêmement peu. Le but de cette semaine est vraiment de les briser et de les faire craquer pour éliminer tous ceux qui sont inaptes. Plus de 75% des recrues arrive même pas au bout de cette semaine. Et c'est malheureusement le cas de David qui échoue le camp à cause d'une pneumonie. Il tente donc sa chance une 2e fois, mais il échoue à nouveau à cause de ses rotules qui ont littéralement été brisées. Il se représente une 3e fois, c'est d'ailleurs la seule personne à avoir participé à ce truc 3 fois, et les recruteurs lui disent que c'est sa dernière chance. Et la 3e est la bonne. Il réussit les tests et est donc diplômé en 2001. Il s'engage donc avec les Navy Seals et la vie suit son cours. Sauf que 4 ans plus tard, en 2005, il se passe un truc qui va le marquer et surtout qui va changer complètement
complètement le cours de sa vie. En 2005, des soldats américains mènent une opération en Afghanistan appelée Opération Red Wings. Et pendant cette opération, 17 soldats américains sont attaqués et perdent la vie. Et David les connaissait tous. Il est donc bouleversé et décide de récolter de l'argent pour aider les familles de ces soldats. Et là, il se dit: quel est le truc le plus incroyable, le plus extraordinaire que je peux faire? Un truc tellement impressionnant que ça m'aiderait à récolter le plus d'argent possible. Il va donc sur Google et tape: quelle est l'épreuve la plus dure au monde? Et l'épreuve la plus dure au monde est une course qui s'appelle le Badwater, qui est une course qui se passe en juillet avec des températures qui montent à plus de 70 degrés, dans le désert. Tu peux même pas te faire du vent parce que même le vent te brûle. Voilà, c'est la course la plus dure au monde. Donc David voit ça et il se dit: hey, mais c'est une super bonne idée ça, c'est ce que je devrais faire. Et il appelle le directeur de la course. Mais le directeur lui dit que c'est mort, il peut pas la faire parce qu'il doit d'abord faire une autre course pour se qualifier. Et il faut que la course fasse au moins 160 km. David dit: ok, pas de souci, et il s'inscrit à une course 3 jours plus tard, alors qu'il avait 0 entraînement. Et son manque d'entraînement le rattrape, puisque David s'effondre pendant la course. Il se fait des fractures aux pieds, se retrouve pratiquement paralysé, mais malgré tout, il réussit à finir la course. À la fin de la course, il est tellement en piteux état qu'il se retrouve en fauteuil roulant, et il se défèque même dessus et il pisse du sang sur lui-même. Ses reins ont lâché, il est complètement explosé, mais ce soir-là, il refuse d'aller à l'hôpital en disant qu'il a envie de sentir la douleur, parce qu'elle est le signe qu'il a fait quelque chose qui paraissait impossible. Il est donc maintenant qualifié pour le Badwater, qu'il fait non pas une fois, mais 2. La première, il finit 5e et la deuxième, il finit 3e. Et tout ça l'aide à récolter plus de 2 millions de dollars pour les familles des soldats qui ont perdu la vie. Et cette expérience-là lui met dans la tête qu'il peut faire tout ce qu'il se fixe comme objectif. Et il part donc dans une espèce de frénésie où il essaye constamment de repousser ses limites. En 2012, il tente de battre le record du monde de traction en 24 heures, qui était de 4020. Malheureusement, il se déchire et se brûle la main et il rate l'objectif. Mais il abandonne pas et il revient 2 ans plus tard. Et cette fois-ci, il réussit en faisant 4030 tractions. Il se déchire également les mains, mais il termine l'épreuve avec les mains complètement déchiquetées. Il s'inscrit également à d'autres tests militaires, et d'ailleurs, en passant ces tests, il devient la seule personne dans l'histoire à avoir passé les 3 tests des branches les plus dures de l'armée américaine, à savoir les Navy Seals, les Bérets Verts et les Rangers. Il continue en parallèle à courir des ultramarathons et en gagne plusieurs, pour arriver au total à avoir participé à plus de 70 courses. Chose qui est hyper impressionnante. D'autant plus impressionnante quand on sait que par la suite, on a découvert qu'il avait une malformation cardiaque et qu'il avait un trou dans le cœur. Et par la suite, il a dû subir 2 opérations. Mais rien de tout ça l'a poussé à se calmer. En 2015, il prend sa retraite de l'armée et à ce stade, ses jambes sont tellement usé que ses genoux se touchent. Ses chevilles sont complètement foutues et il est obligé de se bander entièrement les 2 jambes pour pouvoir courir. Ce qui ne l'empêche pas de courir 16 km par jour. Et après avoir pris sa retraite, David décide qu'il veut partager son parcours et son expérience. Et en 2018, il écrit un livre qui s'appelle Can't Hurt Me, c'est-à-dire On ne peut pas me faire mal. Livre que j'ai fini ce matin et me voici en train de te raconter son histoire. Il devient également un conférencier, participe à de nombreux podcasts et quand les gens découvrent son histoire, sa popularité explose aussitôt. Jusqu'à arriver aujourd'hui où David est littéralement une superstar. C'est un des conférenciers les plus influents, qui touche plus de 150 000 $ par conférence, et il continue à énormément aider les associations militaires. Il garde également ce besoin de se dépasser malgré les blessures, en expliquant que pour lui la souffrance c'est une partie de plaisir. C'est pas quelqu'un de matérialiste ou qui aime le luxe, son bonheur vient du fait de repousser ses limites. Et David Goggins, c'est un mec sur qui je suis beaucoup tombé ces dernières années. Et je le voyais un peu comme un speaker motivation, comme t'en as des centaines. Puis je suis tombé sur des passages où il se livre un peu plus sur son parcours, et ça m'a intrigué, du coup je me suis retrouvé à acheter son livre et je l'ai torché en littéralement 2 jours. Et son histoire m'a tellement bluffé que j'ai zappé la vidéo que j'avais prévue à la base pour vous parler de ça. Et je sais même pas spécialement pourquoi j'avais en particulier envie de parler de son parcours. En soi, je fais pas cette vidéo pour vous dire voilà ce qu'il faut faire pour réussir. Genre non, allez pas courir une course dans le désert à 70 degrés. Non. Mais ça reste mine de rien le type de parcours qu'on peut tout simplement regarder et se dire en fonction de nos propres objectifs, ah ouais, faut vraiment pas que j'abandonne en fait. En tout cas, je sais que personnellement, en apprenant son histoire, ça m'a grave reboosté vis-à-vis de mes objectifs personnels. Donc j'espère que ça t'aura aussi motivé à tout déchirer, peu importe ce que tu cherches à accomplir. En tout cas, ma petite histoire est terminée. Voilà, pas de conclusion ou de morale aujourd'hui. On était juste là pour se détendre. Donc je me casse. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez invincible. Nous on se revoit très bientôt. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste là. Et si t'étais là pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Voilà team, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace!